pense qu'on dit souvent que les startups doivent pivoter. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une bonne idée. Je pense que l'idée très simple au départ, c'est de dire qu'une foule est potentiellement un réseau de communication. Ça reste une idée qui était présente au début, qui est toujours là aujourd'hui. Et après, il faut réussir à la façonner et on la confronte. Et en fait, une bonne idée est une idée qui survit à toutes les confrontations. Et si je vous parlais d'une histoire? Et si je vous parlais d'une histoire d'entreprise? Et si je vous parlais de l'histoire de Christophe Bureau, que je reçois aujourd'hui? Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on va se parler pendant une petite heure aujourd'hui, une interview, parce que j'avais vraiment à cœur de partager avec tous les internautes qui vont nous regarder vos histoires incroyables, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a 40. Est-ce que je suis dans l'erreur ou est-ce que c'est un peu ça quand même votre vie? Non, je suis moins jeune que j'en ai l'air. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un petit peu de temps pour faire 2-3 trucs. C'est ça. Oui, alors du temps c'est une vraie question, on en parlait juste avant, Ouais. cette temporalité. On va se laisser nous ici le temps de comprendre déjà votre entreprise, bon, c'est facile à vous reconnaître, hein, c'est marqué en gros là, dot. Damned. Vous n'aviez pas fait exprès. Ah non. Ouais, c'est ça. Et puis raconter l'histoire de votre parcours personnel, professionnel, raconter comment on arrive à bientôt 90 ans, c'est ça que vous avez C'est aujourd'hui, ça, voilà, voilà. exactement. À faire tout ce que vous avez fait dans votre vie, de ces 1000 vies que vous avez vécues. Et puis peut-être, j'espère, inspirer d'autres personnes pour s'engager dans l'entrepreneuriat, parce que ça me paraît important que dans notre pays, on ose. Oui, non, bien sûr, moi je serais absolument ravi si jamais ce témoignage-là peut en inspirer d'autres. Il inspirera sans doute pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais en tous les cas, c'est ma contribution. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai fait, où je me suis planté et où je me suis un peu moins planté. Et puis on verra. Alors, vous, à mon avis, c'est tel que je vous ai perçu, vous faites partie de ces dirigeants, ces entrepreneurs qui avaient chevillé au corps cet humanisme qui anime toute votre vie. Oui. C'est comme ça que je l'ai perçu, en tous les cas. Ouais. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup séduit dans notre conversation avant l'entretien, avant l'interview. Donc, merci d'être là. Et aussi, comment est-ce qu'elle est née, cette entreprise-là, Dot aujourd'hui? Dot. Avant de dire ce que c'est, Oui, bien comment sûr. c'est né cette histoire? Parce que vous n'avez pas fait ça toute votre vie, c'est récent. C'est récent, oui, c'est récent. Le tout début de Dot et les premières idées, ça date de juste avant le Covid. Je travaillais à ce moment-là pour un équipementier dans le secteur automobile, C'est-à-dire Valeo, Ah, et On une les excellente connaît. entreprise. Oui, on les connaît. Une excellente entreprise. extrêmement exigeante. Hein, Oui, très très exigeante. parce que les gens ne connaissent pas, mais c'est j'ai eu sacrément pointu. Hein. Oui, et j'ai eu la chance d'être recruté par quelqu'un qui cherchait un spécialiste de l'innovation, mais qui venait pas de l'automobile. Parce qu'il me dit, si on C'est avait... intelligent, ça. C'était très intelligent parce qu'il m'avait dit, si on voulait un spécialiste de l'automobile, on avait de quoi recruter en interne, on a les meilleurs spécialistes du monde. Parce que quelque part, je me suis, dans mon ancienne vie de RH, je trouve qu'il y a une forme de consanguinité dans les différents secteurs. C'est-à-dire qu'on va chercher plutôt en interne dans le même secteur, alors qu'on aurait intérêt à aller ailleurs chercher des talents. Alors, il y a toujours un intérêt à aller chercher en interne, c'est que lorsqu'on veut délivrer. C'est-à-dire que lorsque l'objectif est vraiment d'arriver à délivrer quelque chose et d'être performant, c'est vrai qu'il y a un intérêt à un moment donné à aligner des personnes qui ont des cultures qui peuvent être semblables. Et puis il y a des moments où il faut respirer. Et c'est vrai que trouver un manager qui, au moment où il s'agit d'arriver à trouver des respirations, des innovations, va tout d'un coup chercher quelqu'un qui est en décalage. Moi, je venais du dispositif médical, donc j'étais absolument pas lié avec l'automobile. J'avais un dada qui était l'innovation de modèle économique, c'est-à-dire uniquement des innovations dans lesquelles il n'y a quasiment pas de R&D, il n'y a quasiment pas de techno. C'est un jeu de bilto où passe l'argent et finalement comment on réussit à le faire passer intelligemment pour que ça satisfasse tout le monde. Et cette personne-là m'a recruté en me disant, il y a des business qu'on n'arrive absolument pas à jouvencer, qui sont des commodités pour nous. Et on a essayé tout ce qu'on pouvait essayer, les essuie-glaces en particulier. Et ils m'ont dit, voilà, jouvence-nous le business des essuie-glaces avec ta culture à toi et dis-nous ce que tu en penses. Et au début, je suis parti là-dessus. Vous vendez des essuie-glaces maintenant, c'est bien ça, parce que j'ai vu le logo. Non, mais c'est pas ça. historiquement, en fait, c'est l'anecdote de ça et de l'essuie-glace qui fait du Wi-Fi, elle vient de là. Elle vient de cette idée initiale
puisqu'en fait, l'idée initiale, ça a été d'observer que Valeo, ayant les parts de marché qu'il a dans le domaine de l'automobile, 2 voitures équipées d'essuie-glaces Valeo, en moyenne, sont distantes de moins de 150 mètres. Et puis je me suis dit, wow, c'est génial, si jamais elles avaient le bon goût d'avoir un petit module de connexion entre elles, en fait, Valeo serait un opérateur de téléphonie mobile. Alors, c'était... Cette idée. Mais qui peut avoir cette idée? Quelqu'un qui ne vient pas du domaine, justement, voilà. C'est ça. Alors au début, c'était plutôt la grosse crise de rire. Et puis finalement, on s'est regardé, puis on s'est dit, attends, finalement, on peut peut-être essayer quand même. Et donc, j'ai encore des schémas où on a réussi à noyer des petits composants électroniques dans le caoutchouc des essuie-glaces pour arriver à en faire des antennes de communication. Et on a commencé à jouer avec ça. J'ai eu la chance d'être dans des équipes où j'avais les degrés de liberté pour le faire. Et puis le Covid est arrivé, j'ai quitté Valeo et j'ai demandé la possibilité de pouvoir continuer à bosser sur le sujet. Et, oui, parce que ça leur appartenait. Alors il y a eu des brevets qui leur appartenaient, brevets dont finalement je n'ai pas eu besoin. Mais sinon, sur l'idée, moi j'y suis resté, j'y croyais, dur comme fer. Alors l'idée a évidemment beaucoup évolué. Il n'y a qu'à peu près que le logo qui est là pour témoigner de l'empreinte historique que ça représentait. Pendant quelques temps, ça a été beaucoup le secteur automobile et la mobilité et la smart city au sens général du terme qui m'ont inspiré, ce qui était la deuxième trace du fait que j'étais passé par le secteur automobile. Mais au début, c'est venu de cette espèce de gageure dans un environnement où on avait décidé de faire confiance à quelqu'un qui ne venait pas du domaine et puis à l'écouter 2 secondes alors que je ne sortais pas des innovations standards par rapport à ce qui existait. Voilà. Donc du coup, de cette idée délirante pour se marrer, saugrenue, délirante dans le sens où ça, c'était vraiment une grosse rigolade au départ. Voilà, c'est ça, exactement ça. Donc ça a cheminé, vous avez quitté Valeo et il y a eu le confinement, et etc. En fait, c'est là qu'on Et alors, qu'est-ce qui émerge de ces idées pétillantes Très rapidement, en fait, j'avais bossé aussi avec un certain nombre de sous-traitants dans le domaine de la stratégie, sur le sujet. Et on s'est parlé pendant le Covid. Et puis on est revenu. Il y avait que ça à faire. Il y avait que ça à faire. On est revenu sur cette idée. Et puis on s'est dit, c'était quand même intéressant. Et en fait, en l'épluchant, on l'a déshabillée de tout ce qu'elle avait d'anecdotique, de tout ce qu'elle avait de rigolo. Et on est arrivé à une idée qui était extrêmement simple, c'est que les foules, quelles qu'elles soient, les foules de voitures, les foules de trottinettes, les foules de gens, les foules d'animaux, les foules de ce qu'on veut, c'est presque des réseaux de communication. Et donc, en fait, il suffit de très très peu pour que quelqu'un qui a à sa disposition une flotte de quelque chose, une foule, un groupe de quelque chose, puisse arriver à le transformer en un réseau de communication sans avoir besoin d'une infrastructure nouvelle. Et donc, ça rendait le truc finalement assez intéressant. On se sert de l'infrastructure qui est devant nous et dont on ne se rend même pas compte, voilà, pour en faire quelque chose. Exactement. Et en faire un levier avec un tout petit enabler, un tout petit outil qui va rendre la chose possible, qui était une sorte de petit module de communication. Donc aujourd'hui, on appelle ça un DOT. Donc c'est un petit boîtier qui utilise le réseau, les longueurs d'onde du Wi-Fi. D'où le nom. D'où le nom, puisque en fait, DOT, c'est qu'on en connecte au moins 2. Et vous connaissez l'expression en anglais, connecting the dots, qui veut dire finir par se rendre compte de quelque chose. Et donc, c'est ça qui me plaisait beaucoup. C'était ce dot, finalement. Les gens se connectent, les choses se connectent, et en se connectant, elles arrivent à faire que 1 + 1 fait plus que 2. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'image d'objectif collectif qui se développe par rapport à ça. Et ça, j'avais trouvé ça absolument Donc fascinant. là, on comprend la structure, l'idée, etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on partage dans cette foule? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape qui était une étape, je dirais, d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on s'est dit, par exemple, si on en mettait dans les voitures, on pourrait prolonger des réseaux dans les tunnels, là où on rage parce qu'on est en conversation avec quelqu'un sur le périph' et puis que tout d'un coup, quand on passe dans le tunnel, la conversation se coupe parce qu'on n'a pas de réseau. Et on s'était fait l'idée, c'est génial, on peut finalement arriver à prolonger du réseau, voire même prolonger du réseau mobile à des endroits où il n'y aura jamais d'infrastructure. Parce que c'est trop compliqué, trop cher, parce que trop particulier. On peut avoir du réseau dans les parkings, et on peut avoir dans des réseaux... Partout, il y a des zones blanches. On est finalement capable d'utiliser le fait que dans ces zones blanches, il y a des objets physiques qui y vont, des voitures, des vélos, des machins, et qu'eux-mêmes vont venir apporter le réseau là où il n'est pas. Donc ça, c'était la vision, je dirais, d'ingénieur, qui nous a occupé un bon moment, qui, comme beaucoup de visions d'ingénieurs, est précise, factuelle, spécifiée, mais qui manque parfois à la fois de vraies propositions de valeur, c'est-à-dire qui paye et pourquoi,
et qui va aussi, à un moment donné, manquer de la dynamique de les premiers adopteurs. Pourquoi vont-ils acheter ce réseau-là? Donc on revient sur l'histoire du modèle économique. Voilà, c'est ça. Et ce qui est aussi une de vos spécificités. Donc voilà. là, vous avez réussi à ramener le projet hyper pointu vers quelque chose qui est... Alors pas tout de suite, non. Pas tout de suite, parce qu'au début, il a bien fallu essayer de faire en sorte que le truc fonctionne techniquement. Donc ça, c'était dans la période du Covid. Et pour que ça fonctionne techniquement, il a fallu prendre quelques cas d'usage qu'on a tous pris un peu dans le côté ingénierie, quoi. Et ça a été très formateur parce que évidemment on s'est planté de nombreuses fois. Et je me souviendrai toujours du jour où tout d'un coup le Wi-Fi s'est mis à crier dans la pièce et qu'on a réussi effectivement à répéter du Wi-Fi avec les petites cartes électroniques qu'on avait faites, parce que c'est beaucoup du code de programmation. Et c'est votre spécialité, on est d'accord. Alors c'est une de mes spécialités, mais disons que j'ai des gens meilleurs que moi sur le code. Moi je suis plutôt sur toute la partie qui concerne justement le pourquoi. Ça c'est vraiment ma spécialité, ça. Et dès qu'on a commencé à travailler là-dessus, on a amélioré, on a trouvé des bugs, etc. Enfin, tout ce qui fait une start-up au démarrage. Parce qu'une start-up, alors beaucoup de gens pensent qu'on a la bonne idée, d'un seul coup des millions pleuvent, et puis ça devient un succès mondial. Voilà. C'est aussi facile que ça, une start-up ? Évidemment, c'est exactement comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je pense qu'on dit souvent que les start-up doivent pivoter. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une bonne idée. Je pense que l'idée très simple au départ, c'est de dire que une foule est potentiellement un réseau de communication. Ça reste une idée qui était présente au début, qui est toujours là aujourd'hui. Et après, il faut réussir à la façonner et on la confronte. Et en fait, une bonne idée est une idée qui survit à toutes les confrontations. C'est-à-dire qu'au début, vous allez la confronter à votre petit méthode cercle. assez scientifique, hein, en vrai. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse et puis on va essayer de l'infirmer jusqu'au maximum. C'est exactement ça. À la nuance près que la science va être souvent binaire. On va mesurer le diamètre de l'éclipse de soleil et ça vient vérifier la théorie de la relativité. Donc c'est oui ou c'est non. Vous m'avez perdu là. Mais c'est comme ça qu'Einstein avait vérifié sa théorie de la relativité pendant la Première Guerre mondiale. Einstein, si tu nous regardes. Quand son étudiante était venue le voir pour lui dire « bravo », il n'avait pas l'air super étonné. Et donc elle-même s'est retrouvée assez étonnée qu'il ne soit pas super étonné. Il aurait répondu, si ça n'avait pas vérifié mes équations, j'aurais été très triste pour le créateur parce qu'elles étaient justes. Alors ça raconte quelque chose du personnage, voilà. En tous les cas. Mais disons que c'était juste une anecdote pour dire que la science a ce côté un peu, on va se confronter à un existant. La grosse différence dans le domaine de la start-up, c'est que en fait, on va faire le caméléon. C'est-à-dire qu'on va se confronter à quelque chose. Et il n'y aura pas de réponse blanche ou noire. On est confronté au choix de dire c'est moi qui ai raison contre tout le monde. C'est de l'ego. Ça peut être parfois de la vision. Et c'est toujours difficile de savoir la différence. La frontière entre l'ego et la vision, c'est toujours compliqué. C'est ténu quand même. C'est très ténu. On fait de l'histoire a posteriori sur les déclarations de Steve Jobs, etc. On se dit finalement, regardez, il avait raison. Il y a toujours un débat sur le fait de savoir si à un moment donné il s'est adapté à un courant qu'il a vu quelque part et son talent ça a été de le percevoir et d'arriver à en faire quelque chose, ou si c'était dans le secret de sa chambre où il a dit voilà la réalité de demain ça va être ça et finalement le monde l'a suivi et on ne saura probablement jamais. Et on nous parle souvent de cette frontière, on parlait de frontière un petit peu ténue, il y a aussi cette frontière entre le génie et la folie qui est... Oui. Steve Jobs en est l'exemple. Je pense qu'il a oscillé entre les deux assez régulièrement. Bien sûr, et ça faisait sans doute partie aussi de son talent, de réussir à sortir de la trace. Il faut à un moment donné avoir une certaine dose de désobéissance constructive vis-à-vis de tout ce qui vous entoure pour pouvoir être créatif. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez, encore une fois, et il ne faut pas que des gens comme ça. Un créatif ne peut pas être un conservateur. C'est compliqué. Disons que, ou alors c'est quelqu'un qui à un moment donné est très créatif, puis à un moment donné il va avoir la sagesse de se dire il faut que je le sois moi parce qu'il faut que je délivre. Et pour délivrer, il ne faut pas être comme ça parce qu'on est impressionniste, nécessairement. Et à l'impressionniste, si vous regardez un tableau impressionniste à 10 cm, c'est moche. Et il faut avoir le talent de faire 3 pas de recul et de se rendre compte de la beauté. Picture, Voilà. Mais quand vous êtes le gars qui est spécialiste des matériaux, de la peinture, avec la viscosité qui va bien pour faire le truc, c'est pas le même talent que celui de faire 3 pas de recul pour pouvoir arriver à voir l'histoire. Et il faut les deux. Et il y a des gens comme moi qui savent pas faire les deux. Moi, je sais pas bien faire
tout ce qui concerne la partie de délivrer. Je suis quelqu'un qui suis fondamentalement instable au sens intellectuel du terme, j'entends, c'est très important de l'être. Quand on le dit, ça ressemble, l'instabilité, à un reproche ou en tous les cas à un défaut de comportement. Pour certaines personnes que je croise qui sont dans la logique d'arriver à délivrer quelque chose, je suis par exemple quelqu'un de difficile à manager. Parce que justement, en général, si jamais on me manage, on me dit quoi faire. Et je suis toujours parti du principe, moi quand je recrute des gens qui sont smart, je les reconnais parce que c'est eux qui vont me dire quoi faire, c'est pas moi qui vais leur dire quoi faire. Donc en fait, c'est un peu l'inverse, je suis un contre-emploi par rapport à ça. Ma chance quand je suis passé chez Valeo, c'est de croiser quelqu'un qui avait cette intelligence-là. Oui, parce que normalement, vous n'étiez pas du tout caréné pour intégrer une structure aussi militaire, parce que c'est un niveau d'exigence de dingue, hein, l'automobile. Mais ça vous montre aussi qu'il y a quand même dans les rangs de sociétés comme celle-là, des talents qui, à un moment donné, ont su, eux, avec leur expérience, leur maîtrise, etc., arriver à un niveau de sagesse où ils se rendent compte à la fois des limites de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, et à la fois ont envie de tester d'autres choses qui sont complètement à l'opposé. Et heureusement que ça existe, heureusement qu'il y en a des comme ça. Parce que sinon, il y aurait peu d'innovation, on reproduirait toujours des modèles et puis on irait toujours vers le fait d'arriver essentiellement à négocier des prix plus bas avec les fournisseurs et ça se limiterait à ça. C'est pauvre. Oui, c'est pauvre. Donc en fait, on a toujours besoin de cet élément de créativité. Il faut aussi autre chose pour le délivrer. Donc c'est là qu'il faut commencer à s'entourer. Donc c'est là qu'à un moment donné, il faut réussir à identifier à la fois des gens qui vont être complémentaires, puis en même temps des gens avec lesquels vous devez avoir une affinité. Parce que moi, quand j'ai travaillé dans le domaine du dispositif médical, il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est qu'on sait qu'on se lève le matin pour sauver des vies. Et ça, pour le coup, on n'a pas besoin de se le redire tous les matins. Pour le coup, des dispositifs médicaux dont vous parlez, c'est des stents, donc qui permettent simplement de vivre avec un problème cardiaque voilà, de sauver mortel, de sauver la vie de gens qui sont dans des situations d'urgence, qui font des infarctus ou des choses comme ça. Ça, c'est une sacrée entreprise à mission aussi. C'est une entreprise à mission et c'est la chance du domaine de la santé. C'est que vous êtes dans une situation où à un moment donné, vous avez un peu le feu sacré en permanence. Parce qu'il y a des moments où c'est tôt le matin, il y a des moments où il fait froid dehors, il y a des moments où on n'a pas envie, il y a des moments où on a d'autres problèmes dans sa vie, etc. Et continuer à garder un peu la dynamique, c'est vrai qu'il y a des domaines qui sont peut-être un petit peu plus porteurs que d'autres et qui peuvent... Alors du coup, vous arrivez chez Valeo et vous sauvez des vies aussi, parce que si on n'est pas, quand il pleut, on n'a pas un essuie-glace qui fonctionne, on a un accident. Tout à fait. Ça suffisait pour se motiver? Non, j'étais par contre très motivé par le fait de rentrer dans un univers qui n'était pas le mien. Et ça, j'ai eu plusieurs fois ça dans ma vie. C'est qu'il y a des moments où j'ai besoin de rentrer quasiment au forceps dans des communautés que je ne connais pas. Et ça, c'est pour sortir de votre zone de confort, en fait. Voilà, exactement. Mais parce que je vous dis, cette instabilité intellectuelle que j'ai, elle se nourrit de ça. Elle a besoin de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous fait relativiser aussi d'abord ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà vu. Ça vous fait relativiser aussi finalement l'importance de ce que vous faites par rapport à l'importance que peuvent avoir certaines choses pour d'autres personnes. Et finalement, quand vous faites le rôle modèle d'aller vers eux, de rentrer dans leur logique à eux, eh ben, il y a des vraies urgences qui se construisent, qui, vues de l'extérieur, vous serez apparu comme étant complètement futiles. Et j'aime bien cette idée de dire que j'ai eu plusieurs vies dans une seule et que je suis rentré complètement dans l'histoire de certaines communautés. Je me suis passionné récemment pour les développeurs, parce que c'était un univers que je connaissais quand même relativement peu. Et puis plus récemment, pour tout ce qui concerne la solidarité du numérique et des choses comme ça, parce que ce sont des domaines qui sont chers à DotDot aussi. Et c'est vrai, parce qu'on arrive à peu près sur l'essence même de ce qui est aujourd'hui DotDot. Voilà. Pour qu'on boucle sur ce qui nous amène aujourd'hui, DotDot. Comment c'est arrivé cette idée, justement, en partant de ce partage de réseau potentiel, réseau au sens large, de foule, vous dites souvent ce mot, en arrivant par quelque chose de pratico-pratique et facile à utiliser pour tout le monde. Encore une fois, c'était une anecdote. C'est-à-dire que j'ai des amis qui sont venus, on habite en montagne, pas proche de Grenoble, et on est allé faire une randonnée un week-end. Et à un moment donné, on voulait avoir du réseau pour voir à peu près où on en était. Il se trouve que leur abonnement faisait qu'ils n'avaient pas de réseau là où ils étaient, alors que moi j'en avais. Et puis j'avais un dot qui était dans ma poche. J'étais dans la période où je passais mon temps à tester des trucs avec mon dot et à les allumer.
Et en fait, je l'ai allumé, je leur ai passé le mot de passe du DOT au lieu de passer le mot de passe de mon partage de Oui, connexion. donc Mais juste par vous avez jeu. pris un intermédiaire, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'était par jeu comme ça. Et puis en fait, il s'est écoulé 4-5 heures pendant lesquelles ils se sont restés connectés à mon DOT. Et ils ont pu facilement avoir du réseau, parce que j'en ai eu moi quasiment tout le temps. Et en fin d'après-midi, en fin de journée, autour d'une bonne raclette, on a commencé à disserter sur les dots. Les discussions de raclette, c'est des discussions sacrément Les élaborées en général. meilleurs, c'est les meilleurs. Et donc, on est parti là-dessus. On a Donc commencé Christophe à est un discuter. pro raclette, hein. Vous aurez compris, il y a la team raclette et la team Ah, pas raclette. En Hein. même temps, la fondue. Allez, ma femme fait des fondues qui sont absolument exceptionnelles. Donc, Je suis d'accord, je viens, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et alors, en discutant de tout ça, encore une fois, pareil, on a un peu déshabillé le truc en se disant, finalement, c'est vrai que c'était quand même super pratique, cette histoire de partage de connexion. On est venu à parler de partager des gigas entre différentes personnes. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du DOT et pas du téléphone en direct? Oui, parce que le partage de connexion, ça marche avec nos smartphones aujourd'hui. Voilà. Et on en est arrivé avec cette constatation qu'on partagerait volontiers avec des amis ou la famille le mot de passe de son téléphone, de sa connexion. Mais si jamais c'était un total inconnu, on partagerait probablement pas. La générosité a ses limites. Alors, c'est pas seulement ça, c'est Ouais. qu'il y a un côté un peu stigmatisant, Intrusif. dans un sens ou dans un autre, voilà, et voire même qui peut faire que les gens se sentent pas en sécurité par rapport à ça. Et l'une des personnes qui était présente, qui travaille en psychologie sociale, nous a dit, ça me rappelle la problématique des cafés suspendus. Donc les cafés suspendus, c'est vous allez au café, vous en prenez un, et avant de partir, vous en payez un deuxième que vous ne prenez pas, qui reste suspendu, pour que quelqu'un qui soit dans le besoin puisse venir et dire, est-ce que vous avez des cafés suspendus? À ce moment-là, on lui sert Je un connaissais café. pas, dis Vous donc, connaissez ce pas? truc-là. Ben, ça existe Comme je bois pas de café. ça existe dans quasiment tous les cafés, en tout cas à Paris. C'est un principe qui était originaire du sud de l'Italie et qui s'est répandu partout dans le monde. J'ai jamais entendu Il y a parler des de ça. associations aujourd'hui de cafés suspendus dans le monde entier. Excellent. Voilà. Et alors, là où Café ça... solidaire, quoi. Café solidaire. Là où ça pêche, c'est qu'en fait, tout le monde vous dira, c'est que quand on fait une métrique de qui prend des cafés suspendus, ben en fait, il y en a beaucoup plus qui donnent que de gens qui les prennent, parce que c'est stigmatisant d'aller demander un café suspendu. Ah. Et donc, en fait, ce qui La manque au honte. café, voilà. Et ce qui manque au café suspendu, c'est l'anonymat. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, le DOT, c'est à ça qu'il va servir. Il va permettre, en fait, à chacun de partager ses gigas. On ne saura pas qui partage. Et celui qui va venir et qui va les utiliser, on ne saura pas qui vient les utiliser. Et en fait, le DOT sert de point de ralliement. Donc, quand j'ai un petit DOT, un petit boîtier, je fais l'appairage avec mon téléphone. Et dans les 100 mètres autour de moi, je vais créer un réseau Wi-Fi qui s'appelle DOT, que tout le monde peut voir sur son téléphone comme n'importe quel Wi-Fi. Et se dit, ah, je vois un réseau DOT, il y a quelqu'un qui partage. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je vais dans l'appli, je vais acheter 1 méga ou 2 mégas, je fais mes mails, mes machins, mes trucs, et c'est tout. J'ai pas d'abonnement sur mon téléphone et j'ai Et réussi c'est à pas bien toujours payant. C'est-à-dire qu'on peut choisir Voilà, c'est ça. si on le donne ou si on le vend. Exactement. Voilà. Donc on est en train. Alors au début, on a commencé par le faire de manière effectivement gratuite. Puis on s'est dit, on a quand même besoin d'un incentive pour les donneurs. Et on s'est rendu compte aussi que ce qui importe au final, c'est pas le prix du giga. Ce qui importe, c'est l'impact sur le budget. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui sont des gens qui n'ont pas d'abonnement téléphonique parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont dans des limites de ressources, les abonnements les moins chers que vous avez aujourd'hui, c'est Emmaüs Connect à 4 € pour 8 gigas sous condition de ressources. D'accord ? Ben, en fait, même dans ces situations-là, les 8 gigas, ils ne les utilisent pas. Ils vont utiliser 500 mégas pour aller voir leur Doctolib, leur RSA, etc. Et ils n'utilisent que 500 mégas. Dans l'optique d'un abonnement, c'est 4 €. Dans l'optique de DOT, 500 mégas, c'est 50 centimes. Donc ça veut dire qu'au final, l'impact sur le budget de la personne, il a été tout à fait réduit différent. à son minimum et à juste Et à l'usage. son qui correspond. utilité. Voilà. Donc en fait, ça construit quelque chose qui n'existe pas dans la téléphonie mobile aujourd'hui, dans n'importe quel pays où vous allez, c'est l'Internet mobile à la demande. Personne n'offre d'Internet mobile à la demande. Mais d'ailleurs, la communication mobile, simplement d'appeler, qui avant était à la minute, Oui, c'est ça. Hein, aujourd'hui ne l'est plus, puisqu'elle est intégrée dans des forfaits où on est persuadé de faire des économies incroyables. Et en fait, manifestement, le seul qui fait des économies, voire de l'argent, c'est l'opérateur. L'opérateur.
Et donc, on s'est déconnecté de l'utilisation réelle. On l'intègre dans un forfait, dans un grand tout, dans un... Alors, vous avez raison, en même temps, ça répond à une certaine réalité du monde physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le besoin moyen d'un utilisateur, c'est 15 gigas par mois. Vous allez n'importe où dans le monde, ça doit osciller entre 14 et 19, d'accord ? En France, l'ARCEP vous dit c'est aux alentours de 14,5 ou quelque chose comme Bon, ça, il ne faut pas aller trop souvent sur TikTok et compagnie. Hein. Voilà, c'est une moyenne, Ouais. donc avec tout ce que comporte une moyenne. Mais mettons qu'on prenne un utilisateur typique qui va consommer 15 gigas par mois. Quand vous regardez tous les abonnements téléphoniques disponibles en France, vous en avez 10% qui sont entre 10 et 20 gigas. 90% sont soit très en dessous de 10, même en dessous de 1 giga, et vous en avez une large partie qui est au-dessus de 25, 30, et puis jusqu'à des abonnements qui peuvent être des abonnements illimités. Qu'est-ce que ça traduit comme réalité ? Ça traduit le fait qu'en dessous, il y a deux infrastructures qui cohabitent. Vous avez les infrastructures 3G, qui sont amorties depuis très longtemps, donc qui coûtent très peu cher à l'opérateur, sur lesquels il est capable de proposer des abonnements très très peu chers, mais avec peu de data, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débit sur la 3G. Et donc il vous propose des abonnements avec 100 mégas dessus, sur lesquels vous allez payer très très peu cher. Et puis de l'autre côté, vous avez des abonnements qui reposent essentiellement sur l'infrastructure 4G, 5G, qui peuvent fournir beaucoup de data, mais à ce moment-là, sur lequel l'amortissement doit être supporté par l'opérateur et pas encore complètement amorti. Donc en fait, ça, c'est destiné à rester au moins pendant un certain temps parce que ça correspond à une réalité économique. L'opérateur, certes, il n'est pas philanthrope, mais en même temps, il a des réalités, lui, par rapport au fait qu'il a besoin de lisser ses coûts. Et donc l'abonnement, c'est l'outil normal. Faire du mobile à la demande, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est vous qui prenez toutes les incertitudes qui sont associées au marché. Cette réalité-là étant posée, la conséquence que ça a lorsque vous tirez un trait, vous faites le décompte, c'est deux choses. La première, c'est que vous poussez des gens sur des abonnements un petit peu plus chers et donc vous allez avoir ce que les opérateurs mobiles appellent un taux de churn, c'est-à-dire un taux d'abandon. Et le taux d'abandon aujourd'hui, il est entre, on va dire, 10 et 20%, quel que soit l'opérateur, les meilleurs 10, les moins bons un peu plus. Et sur des taux d'abandon, vous avez ceux qui partent chez le concurrent parce que vous m'énervez, et puis il y a ceux surtout qui ne peuvent pas payer, ou c'est l'opérateur qui coupe le contrat. Et on appelle ça du churn financier. Mais avant de couper le contrat, il y aura eu des appels téléphoniques, des négociations d'étalement de paiement, des machins, des coûts. Et nous, on vient dire à l'opérateur, si jamais à un moment donné, vous voulez résoudre votre problème de churn avec cette population qui n'est pas facile pour vous, parce que c'est une population qui n'a pas forcément les moyens d'accéder aux abonnements les plus chers et pour lesquels les abonnements les moins chers ne répondent pas à leurs besoins, donnez-leur un dot et autorisez-les à revendre une partie des gigas qu'ils utilisent, vous les conserverez comme clients. Donc ce n'est pas forcément un désavantage, même pour les opérateurs de téléphonie mobile. Et oui, ça, vous n'êtes pas forcément en concurrence. Non, parce qu'en fait, nous, on s'adresse à une population qui est une population compliquée, qui est la population des gens qui veulent acheter à l'unité. D'accord ? C'est ce qu'en Inde, on appelait le bottom, bottom of the pyramid, le bas de la pyramide. C'est-à-dire faire de l'innovation où, en Inde, on n'achète pas forcément une bouteille de shampoing, on achète une dose. On n'achète pas une boîte d'allumettes, on achète une allumette. Et tout peut se vendre de cette manière-là. Et ça a disrupté énormément d'industries, parce que finalement, ça a permis de ramener des opportunités de business qui satisfont tout le monde, à la fois celui qui en est l'utilisateur, parce que c'est commensurable avec ses moyens par rapport au truc, et ça lui donne accès à des choses pour lesquelles les business models traditionnels sont des business models pré-cadrés, avec des abonnements, avec des machins. Alors, pour une large partie des gens qui peuvent gaspiller leurs gigas tous les mois et ça ne les dérange pas, pour eux, c'est un problème invisible. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on estime, ce que la communauté de la solidarité du numérique estime, c'est qu'il y a 16 millions de personnes qui n'ont pas aujourd'hui en France un accès propriétaire à de la connexion Internet. Pas seulement mobile d'ailleurs, mais en particulier de la connexion mobile. Donc c'est loin d'être négligeable. On retombe toujours à peu près sur les chiffres qui sont ceux de ce qu'on appelle de la fracture numérique ou de la précarité. Et aujourd'hui, Dot se positionne comme étant vraiment un outil qui peut être utilisé par tout le monde pour pouvoir aider à la résolution de cette fracture numérique. Et là, on retombe un peu sur vos pattes, sur l'entreprise à mission. C'est ça, voilà. Parce que exactement. C'est peut-être pas sauver des vies au sens mortel du terme, mais sauver des vies numériques, quelque part. Mais vous avez raison, et je pense que c'est important pour moi, ça c'est super important, que ça ait du sens. Que ça ait du sens, et qu'à un moment donné, au-delà de l'argent que ça puisse faire,
c'est pas en devenant riche que tout d'un coup je me mettrai à manger 2 steaks le midi, quoi. C'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive à un moment donné, c'est que bah, j'ai probablement passé la moitié de ma vie, parce que même si j'espère encore avoir beaucoup d'années devant moi, je pense qu'il y a une bonne partie qui est déjà derrière moi. Et à un moment donné, on se pose la question de savoir de ce qu'on va laisser derrière. Et les choses qu'on va laisser derrière, pour moi, aujourd'hui, elles ont une importance considérable en termes de je veux laisser ça. Et je voudrais que ça puisse exister parce que j'aurais le sentiment qu'à un moment donné, bah, voilà, ça a été important et que si jamais j'avais pas été là, le monde aurait tourné. Mais sur ce point-là, il aurait tourné un tout petit peu moins bien. Voilà. C'est modeste comme ambition. Sa petite pierre à l'édifice. Sa petite pierre à l'édifice et qu'on puisse arriver à le mettre sous cette forme-là. Alors évidemment, vous venez d'une famille d'entrepreneurs depuis des générations et des générations. Vous n'avez pas fait d'études parce que ce n'était pas important. C'est ça. Racontez, c'est quoi Christophe Bureau? C'est quoi son parcours personnel? Personnel, alors non, je viens d'une famille qui a pas forcément fait des études longues. J'ai eu la chance d'être élevé par une famille. Mon beau-père a été un homme qui m'a non seulement soutenu, mais poussé pour aller très loin dans mes études. Il a eu une importance majeure dans la manière avec laquelle je me suis construit. Ouais. Et ça m'a poussé jusqu'à faire maths sup, maths spé. J'étais au lycée Saint-Louis à Paris. Et ensuite, je suis rentré à Normal Sup. C'est une petite école de quartier, ça. C'est ça. Normal Sup. Voilà. Et je suis rentré en chimie. Et j'ai fait des études de chimie, de matériaux. Avant la fin de ma période à l'ENS, j'ai fait, il y avait un DEA à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, ça doit être Master 2, il me semble bien. Mais j'ai fait un DEA en physique quantique. Et donc, j'ai eu comme maître de DEA Serge Haroche, qui depuis a été nobelisé. Et donc, ça a été une période, je dirais, donc, Christophe, kabbalistique. Mais, oui, à ce point. Ouais. La première fois que je suis allé à un cours de physique des particules, l'alphabet que le gars utilisait sur le tableau, je ne le connaissais même pas. L'alphabet, je ne le connaissais pas. Les symboles qu'il utilisait, je ne les avais jamais vus. Il aurait écrit en sanskrit, pour moi, c'était la même chose, quoi. Et donc, il a fallu que je repotasse et que je repasse des nuits. Vous aimez bien ça, hein? J'étais dans la période où je considérais que c'était un peu comme un défi et que c'est un peu comme lire de la musique, quoi. Il y a une espèce les musiciens ne se rendent pas compte, mais il y a une barrière, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas fait de musique. Et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas. Vous êtes devant une partition, c'est un peu comme si tout d'un coup vous étiez un analphabète. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte de ça. Je l'ai revécu à cette époque-là. Donc j'ai été un analphabète face à tout ce qui m'était écrit. Et puis finalement, en passant le cap, j'ai redécouvert un univers qui me plaisait bien. Je me suis pris au jeu, j'ai fini ces études-là. J'ai fait une thèse en physique quantique. Un PhD. Voilà. Vous avez quand même une tronche, là. On est d'accord. Je sais, peut-être on ne vous le dit pas comme ça, mais je veux dire, alors moi j'ai fait quelques études, ouais. je me compare pas du tout, mais c'est un Graal, quoi, je veux dire. Alors ça ne l'était pas forcément à l'époque. Moi je le considérais comme étant une sorte de continuité un peu normale. Maintenant j'ai eu la chance d'être dans un environnement où j'ai pu me permettre de faire des études jusqu'à 27 ans, quoi. Donc c'est-à-dire que j'ai pas eu ces bac plus 8. Et donc, je n'ai pas été dans la situation de devoir me confronter à la vie professionnelle parce que ma famille m'a soutenu, parce que puis quand vous rentrez à l'ENS, vous êtes payé. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidé. Mais c'est vrai que l'ENS a été une période de ma vie où j'ai découvert une liberté d'esprit qui correspondait très, très bien. Et qui vous a jamais lâché. Qui m'a jamais lâché. Quand vous êtes rentré à l'ENS, le concours, on vous interroge forcément sur du hors-programme. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est votre manière de réfléchir et pas forcément la connaissance que vous avez. Il faut en avoir quand même. Pourquoi toutes les études ne sont pas un peu comme ça au final? Parce qu'on n'a pas toujours besoin de gens comme ça. On a aussi besoin de gens qui sont, encore une fois, des gens qui réussissent à systématiser des choses. Et il en faut, encore une fois, pour délivrer de manière... il faut un chief of getting shit done dans les entreprises. Et ces gens qui ont ce profil-là ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui, à un moment donné, vont être plutôt dans un schéma hyper créatif. Mais un normalien, c'est un Jedi. Il est tout seul. Il n'est jamais en groupe, ou c'est un Sith, comme vous voulez. Mais alors qu'il faut aussi des Stormtroopers. Il faut les deux pour réussir à faire un univers. Il y a des gens qui apprennent à travailler en équipe, qui apprennent à constituer du management d'équipe et autres.
Et puis vous avez des gens qui sont là pour être des contributeurs, peut-être des contributeurs plus individuels. Et il faut surtout s'assurer que ce n'est pas des contributeurs individualistes, ça c'est autre chose. Mais disons qu'on a besoin de ça. Et moi, pour moi, à cette époque-là, Normal Sup m'a apporté ça. Et continuer pour ma thèse, ça a été plus parce que j'ai pu le faire, d'abord matériellement, et ensuite parce que effectivement j'avais une attirance pour aller jusqu'au bout. Voilà. C'est quoi les 3 valeurs fondamentales pour travailler avec Christophe Bureau? Vraiment celles qui sont presque impossibles Je pense qu'en à numéro 1, c'est échapper. la générosité. Ouais, La ça, c'est ce qui vous générosité. caractérise, vous, Ouais. et c'est ce que vous exigez aussi autour de vous. Ouais. J'aime pas les gens qui sont... J'ai du mal, en tous les cas, avec les gens qui sont procéduriers, pointillistes, guidés par la réglementation ou autre. Ça, j'ai du mal. J'ai du mal avec ça. Parce que je m'y retrouve pas, parce que c'est des gens avec qui j'ai l'impression que j'arrive pas à faire le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Et en ne faisant pas le lien avec eux, j'ai l'impression que finalement, ils sont en roue libre de leur côté. Et je me dis que si jamais j'avais pas été là, ça n'aurait pas eu grande importance. Donc ça, j'ai énormément de mal. J'aime beaucoup les gens qui ont de la générosité. Donc ça, c'est le socle. Le socle. La deuxième chose, c'est l'humanisme. Ça, pour Qu'est-ce moi, qu'on c'est y met une derrière? idée Parce que très chacun y va de sa définition. Je l'ai utilisé ce mot dès le départ, Ouais, parce que ouais. c'est quelque chose qui me touche. Mais vous, c'est quoi pour vous l'humanisme? C'est une espèce de, comment dire, de bienveillance générale pour l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans tout un tas de problématiques sur la définition de son produit, sur la manière de fonctionner ou autre, allez, on arrête tout, on pose tous les crayons et on revient à ce qui importe le plus. Alors on peut le traduire en basique. disant, on va être centré sur l'utilisateur et on va se préoccuper de sa vie, de son existence. Quand on le fait sérieusement, ça va assez loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais par exemple me poser la question de quelqu'un qui va faire des arbitrages budgétaires de son foyer. Comment va-t-il faire ces arbitrages budgétaires? Donc je vais sortir complètement de l'environnement qui est le mien et me dire ça va être quoi sa vie, comment ça va être plus facile à gérer d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être des choses qui sont techniques comme celle-là, jusqu'à des choses qui peuvent être comment les gens se perçoivent finalement dans leur relation au temps, leur relation avec leur pérennité, leur relation avec leur transcendance, si jamais ils en ont besoin, et finalement avec quoi ils viennent quand ils viennent s'intéresser au produit qui est le mien. Et l'idée, c'est de se dire, ils vont venir avec tout ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette idée que quand vous avez la motivation pour utiliser Dot et dire qu'on va partager ces gigas, ça peut aller de tout, depuis la générosité pure, Altruiste, altruiste, ouais. etc., jusqu'à la cupidité. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça me fait mon petit business et que je me fais du fric avec. Et pour moi, tout marche. Et je considère que c'est bien parce que c'est comme ça que sont les gens. Et je n'ai pas besoin, à un moment donné, d'émettre des jugements et de guider Oui, les c'est gens ça, en vers fait. autre Dans chose, cette, quoi. finalement, si on reprend le premier élément qui est la générosité, c'est aussi une forme d'acceptation de l'autre tel qu'il est, Voilà. sans jugement. Voilà, exactement. Et ça, pour moi, c'est super important. Ouais. Parce que ça veut dire que de toute façon, si à un moment donné, vous voulez faire passer des messages avec les gens, je pense que la première des choses à faire, c'est certainement pas le dire, alors toi, t'as bon, toi, non. Oui, et puis qui en est pour ça? Ouais, voilà, exactement. Donc ça peut pas marcher. Par contre, réussir à un moment donné à amener les gens tels qu'ils sont, et que ça amène les gens à un moment donné à s'intéresser à qui on est et qui comprennent d'autres messages qu'on est capable de faire passer, ça me semble beaucoup plus constructif. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous fait pareil. Je me suis renseigné, aucun d'entre nous va sortir d'ici vivant. C'était des proches qui disaient ça. Voilà. Donc à un moment donné, il faut bien... La vie, cette maladie mortelle sexuellement transmissible. Exactement. C'est exactement Intéressant, ça. hein, Elle est ça. très bien. Hein, c'est très bien ça. C'est tout résumé, quoi. Et une fois qu'on prend cette altitude-là, cette hauteur-là par rapport au reste, c'est vrai qu'il y a tout un tas de trucs qui deviennent quand même moins importantes et sur lesquels on se dit qu'on est capable d'accepter l'autre, qu'il va falloir qu'on essaye de faire un petit peu avec l'expérience et l'histoire qui est la sienne et qu'on aurait bien aimé qu'il n'ait pas cette histoire-là ou qu'il n'ait pas cette culture-là ou qu'il n'ait pas autre chose. Mais voilà, il va bien falloir qu'on fasse comme ça parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ça, pour moi, c'est très important. Prendre les gens comme ils sont. Ça ne veut pas dire que je suis heureux avec tout le monde, mais ça veut dire en tous les cas que j'essaye toujours de rabattre les échanges sur des valeurs qui sont plus ou moins universelles. On a tous besoin de rire, on a tous besoin à un moment donné de trouver des décalages, on a tous besoin d'être créatifs. Et la créativité, c'est aussi une des valeurs qui pour moi a énormément d'importance. C'est la troisième? C'est la troisième. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Ça va jusqu'où la créativité? Parce que pour qu'on la mette en valeur, il faut qu'on en fasse vraiment
un mode de vie. Oui. Comment on peut être créatif, par exemple, au quotidien en se lavant, quoi, ou simplement en allant à son boulot. Enfin, Alors d'abord, je pense qu'on ne l'est pas tout le temps. Il y a des moments où on a besoin aussi de fonctionner un peu en mode automatique sur certaines choses. Moi, je sais que le mode automatique me permet justement de donner à mon cerveau du temps pour l'être créatif. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il se repose, il va faire des trucs. Alors, la créativité, c'est comment dire, c'est une certaine forme d'impertinence intellectuelle. Ça veut dire que il y a un petit côté, je ne veux pas faire tout comme tout le monde. Donc ça peut partir de là. Et il y a des situations où c'est assez adolescent comme comportement et ça mène nulle part. Enfin, moi, ça me mène plus à quoi que ce soit. Mais il y a des moments où vous avez besoin finalement d'avoir cette espèce de remise en question de tout ce qui vous entoure, parce que c'est dans ces remises en question qu'il peut y avoir des choses intéressantes qui apparaissent. Et ça peut aller de choses extrêmement concrètes jusqu'à des choses qui sont plus élevées, qui sont plus, plus intéressantes. Et donc la créativité, pour moi, je ne pourrais pas vivre sans. Moi, ma zone de confort, c'est la page blanche. Ça, je ne suis jamais autant à l'aise que quand je suis face à la page blanche, parce que justement... Ce qui est une angoisse pour la majorité de nos concitoyens. Pour beaucoup, ben voilà, comme je vous disais, on n'est pas tous faits pareil. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le démarrage des choses, j'aime beaucoup quand les choses s'initient. J'aime beaucoup me rappeler les moments de première rencontre avec les personnes que j'aime, parce que ça a été des moments qui ont été particulièrement forts. Et finalement, ce qu'il faut, c'est toujours réussir à se réinventer pour être un peu dans la même dynamique, parce que moi, je sais que c'est ça qui me fait fonctionner beaucoup. Et fort heureusement, je suis entouré par des gens qui se réinventent en permanence. Mais j'ai toujours besoin de ça. Parce que c'est finalement ce début de quelque chose qui moi, me donne toujours cette dynamique d'espoir, etc. Je sais qu'à un moment donné, tout ça va se terminer, que le rideau va se tirer. Mais je pense que jusqu'à la dernière minute, je me dirais que ce n'est pas fini et qu'il y a encore quelque chose qui va m'amener ailleurs. Parce que je crée une start-up à plus de 50 ans et que voilà, il faut aussi retrouver des motivations qui ne peuvent plus être les mêmes que celles qu'on a départ, à 20 qu'à ans. 20 ans. Ouais. Je ne le fais plus par romantisme, je ne le fais plus par tout ça, et je le fais parce que c'est un besoin par rapport à quelque chose qui, pour moi, ne devrait pas se passer comme ça, et qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de confort matériel pour pouvoir m'autoriser à faire ça sans que ça soit rémunérateur pour moi. En tout cas, pas tout de suite. Ça le sera un jour, j'espère, pour pouvoir me permettre de continuer à être dans ces degrés de liberté-là. Mais j'ai ce besoin permanent d'être là. Là, aujourd'hui, la structure, elle démarre, ça fait quelques années. Vous avez, je crois, plutôt opté pour un format sans salariés et avec plutôt des collaborateurs indépendants. Quelque chose qui permet quand même une grande liberté, une grande souplesse. Mais vous avez managé des gens dans votre parcours, forcément, plus ou moins directement. Ouais. Finalement, c'est quoi être un entrepreneur aujourd'hui en France ? Ça veut dire quoi ? C'est une question qui est vaste et qui, moi, me dépasse probablement, mais je peux vous répondre sur le périmètre qui est le mien. Ouais, c'est... alors d'abord, Dot est née dans une phase de Covid, donc elle est fondamentalement née en distanciel. Donc c'est une société qui n'a pas eu de référence en termes de construction d'un lieu physique, avec une machine à café, etc. Parce que finalement... Encore moins de baby-foot. Encore moins de baby-foot, voilà. Et finalement, ça a été une excellente école. D'une part parce que ça a permis de voir que tous les gens qui étaient là avaient un besoin de se connecter, de se parler. Et je pense qu'on a conservé ça. On a conservé cette ADN. Oui, c'était une urgence au moment du Covid. On avait tous besoin beaucoup de ça pour ne pas se retrouver complètement isolés. Et en fait, c'est resté dans l'histoire. Et comme on n'a jamais eu ce besoin de se rencontrer physiquement, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est resté, ça allait de soi. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un lieu physique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés. Et qui ne comprennent même pas. Ça ne peut pas être une entreprise si on n'est pas tous ensemble. Et c'est souvent des gens qui ont besoin d'existence sociale. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ont besoin à un moment donné de partir de chez eux, de se retrouver dans un autre endroit sur lequel ils vont rencontrer d'autres personnes, certaines qu'ils vont apprécier, d'autres qu'ils vont détester, d'autres sur lesquelles ils vont aimer détester pour certaines d'entre elles, parce que ça va faire partie de l'anecdote qui va être racontable en fin de journée. Donc il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et pour moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, moi personnellement, mais ce sont des gens, si vous voulez, qui à un moment donné se construisent un équilibre, finalement, sur le fait de se sentir indispensable quelque part.
Et c'est dans ce quelque part que finalement ils se retrouvent et c'est là qu'ils existent. Et moi personnellement, j'ai pas besoin d'être quelque part pour me sentir exister, parce que j'ai déjà beaucoup de personnes avec lesquelles je suis en lien, notamment celles de mon quotidien, qui me donnent cette sensation d'exister. Donc je n'ai pas ce besoin-là. Et en même temps, je ressentirais comme quelque chose de contraignant qu'on m'impose de venir à un endroit. Je l'ai vécu pendant des années, hein. Mais en fait, quand je l'ai vécu, paradoxalement, je ne l'ai pas vécu comme une obligation. J'avais le sentiment que c'était moi qui avais envie d'aller chez Valeo, d'aller au bureau, d'aller rencontrer... C'était votre choix. Mais parce qu'en fait, je rencontrais que des gens qui n'étaient pas du tout de mon univers, sur lesquels je découvrais tout. Vous connaissez cette courbe un peu bizarre qui vous dit que lorsque vous êtes dans une zone d'ignorance maximale, vous êtes dans une phase de motivation maximale. Et que finalement, lorsque vous avez un peu tout compris de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, votre motivation, elle diminue. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours œuvré à me retrouver dans cette situation d'ignorance maximale. Et le problème de la motivation n'en a jamais été un. Donc, en fait, je n'ai jamais ressenti ça comme une contrainte. Mais aujourd'hui, travailler avec des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, ce que je leur demande, c'est une sorte de contrat moral qui est de dire à un moment donné, moi, j'ai décidé de faire ça. Ça t'intéresse ? Est-ce que tu veux venir m'aider ? Oui ou non ? On va parler de ton salaire, on va parler de ta rémunération en tant que freelance, on va parler de la manière avec laquelle toi, tu seras heureux par rapport à ça. Mais une fois qu'on en a parlé, on en a parlé. Après, si jamais tu veux plus, tu peux plus parce que ta vie change et que c'est autre chose, voilà. Bonne chance, bonne route, et puis voilà, c'est comme ça. Et je rencontrerai d'autres personnes. Il y a des gens, quand ils partent, je suis un peu plus de pincement. On ne peut pas le faire avec tous les niveaux de poste, on ne peut pas le faire avec toutes les typologies de postes. Disons que tant qu'on est dans des entreprises qui sont des entreprises de petite taille, qui veulent être des entreprises qui vont créer des choses nouvelles et qui peuvent être en très très forte croissance, je dirais presque que ça ne peut pas fonctionner autrement que ça, à mon avis. Mais encore une fois, vous avez besoin à un moment donné de faire des acteurs industriels, qui sont des acteurs qui vont devoir délivrer des choses sur lesquelles il va y avoir des besoins de management. Oui, j'ai managé des équipes. Oui, j'ai eu l'occasion de chapeauter jusqu'à quasiment une centaine de personnes. Et c'était une autre occupation. Mais si jamais maintenant je me recentre sur ça, c'est parce que c'était pas moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une certaine forme de finalement, gestion. Votre recherche, à travers les entreprises ou les startups ou les projets, c'est d'être de plus en plus vous-même. De plus en plus moi-même, de plus en plus accord avec vous. Voilà, entouré avec des gens, par des gens avec qui j'ai pas besoin de me demander ce que je fous avec eux. Ça c'est crucial. Pour moi, c'est absolument indispensable. Et vous faites vraiment des tours de magie avec des gens comme ça. C'est-à-dire que j'ai encore eu hier soir un dîner avec 2-3 personnes qui gravitent autour de Dot. Et on a passé, outre le fait de passer une soirée exquise où on s'est quand même bien marré, on est sorti avec un nouveau type de concept qu'on voulait faire, qui est qu'avec Dot, en fait, on va pouvoir partager des gigas, mais même quand on n'est pas à portée des gens. C'est-à-dire qu'en fait, je vais partager mes gigas, quelqu'un va venir me les acheter, et au lieu, moi, de récupérer l'argent, on peut arriver à le mettre sur une sorte de cagnotte qu'on va pouvoir, par exemple, aller distribuer à une association ou une autre, qui eux-mêmes vont avoir des dots. Et ce sont les gigas de là-bas qui vont être déjà prépayés pour que d'autres puissent les utiliser gratuitement. Donc on arrive à faire ce qu'aujourd'hui personne ne sait faire non plus, c'est qu'en fait partout où on peut très facilement aller soutenir la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc., dans toutes leurs activités, et en faisant simplement le don de ces gigas qui peuvent être associés. C'est des choses comme ça sur lesquelles ça m'intéresse, c'est que je suis entouré par des gens, ça motive vraiment de penser en ces termes-là et de se dire... Ce qui va nous préoccuper, ça va être d'abord d'aider vraiment les gens avec des vrais trucs qui vont vraiment leur être utiles. Pas de blabla, pas de faux compromis par rapport à ça, et puis d'essayer de le mettre en place. Donc les trois mots, là, comme ça, qui définiraient le bon dirigeant ou le bon entrepreneur, dans votre expérience de vie, hein, évidemment. Dans mon expérience de vie, il faut une dose d'altruisme, ça me paraît absolument indispensable, parce qu'il faut pouvoir connecter aux autres. Ouais. Connecter aux autres, ça me paraît super important. Il faut avoir une discipline intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut aussi pas déroger. Le mec instable qui me dit ça. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je suis un bon dirigeant pour des sociétés qui démarrent, parce que c'est le moment où finalement... Alors, bizarrement, lorsque vous êtes instable intellectuellement pour créer des choses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de discipline intérieure. Moi, je suis discipliné sur le fait que... Alors, entre discipliné et obsessionnel, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais je suis discipliné dans le sens de je sais où je veux arriver.
Et je sais qu'une fois que j'ai décidé que c'était là que je voulais aller, je vais canaliser mon esprit et toutes ses capacités créatives et autres pour ne pas en déroger. Je ne vais pas tout d'un coup dire, tiens, si jamais je partais pour... On va faire ça. Et on va le faire bien. Et on va aller jusqu'au bout. Et troisième? La troisième, c'est d'arriver à trouver son équilibre. Équilibre. C'est marrant, c'est exactement la question d'après. Ah. Je voulais parler de... Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on s'adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs, de comprendre comment ils gèrent leur work-life balance. Cet équilibre justement entre la vie pro, la vie personnelle. Et vous avez une femme, 4 enfants. Mm-hmm. Je sais ce que c'est, 4 enfants. Et évidemment, on n'est jamais assez avec notre famille. Sans doute, quand on aime ses enfants, on aimerait y être plus souvent. Mais comment on gère tout ça? Parce que vous avez 40 000 idées à la seconde. Cette instabilité dont vous parlez, moi je vois plutôt quelqu'un de pétillant qui est partout en même temps. Et comment on gère cette balance-là, entre cet équilibre? Alors d'abord, on ne le gère pas tout seul, c'est-à-dire que ça dépend encore une fois des gens avec lesquels par lesquels on est entouré. J'ai la chance, moi, d'avoir une épouse qui m'a soutenu, mais c'est même plus que soutenu, c'est elle qui m'a révélé, en fait, comme entrepreneur. C'est elle qui m'a révélé. Moi, j'étais chercheur au CEA à l'époque, j'avais l'opportunité de créer une start-up, et puis je me demandais, j'y vais pas. J'étais parti sur une carrière qui pouvait être une carrière très intéressante, le CEA, une boîte extraordinaire, mais très différente. Non, mais très différente en tous les cas. Peut-être que j'avais, je sais pas, je me suis toujours vu comme futur ex-prix Nobel, donc on sait jamais. Et en fait, elle a mis un terme à tous ces débats intérieurs en me disant un jour, avec quoi tu pourras vivre? Est-ce que tu pourras vivre avec l'échec ou est-ce que tu pourras vivre avec le remords? Et elle avait tout compris. Est-ce que tu pourras vivre avec l'échec ou avec le... Choisis ton camp, camarade. Exactement. Échec ou remords. Échec ou remords. Incroyable cette phrase. C'est incroyable. Surtout, elle l'avait vraiment dit comme ça. Quelle sagesse. Ah oui, c'est incroyable. Vous la gardez? Oui. Vous la gardez, elle. Elle est toujours là. Fort heureusement, Isabelle. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'elle avait tout compris dès le début de ce que ça représentait. Et je crois que c'est ça qui m'équilibre. C'est très émouvant ce que vous dites sur votre femme. Oui, alors c'est très sincère. Et surtout, ça représente quelque chose, si vous voulez, qui est aussi... je lui prends de l'énergie. Je lui ai pris beaucoup d'énergie. Je continue à lui en prendre beaucoup. Parce que j'étais absent, parce que j'ai eu beaucoup de choses. Et puis elle n'est pas mère au foyer. Elle a une carrière. Elle a une carrière. Elle a été proviseur, chef d'établissement pendant des années. Ah oui, c'est vrai que ça occupe pas vraiment ça. Voilà. Et puis en fait, depuis une quinzaine d'années, elle est mère au foyer sur notre petit. Mais elle avait une vraie. Au départ, quand elle a dit ça, je veux dire, elle s'est pas sacrifiée. Elle était vraiment. Non, elle a toujours fait ses choix de ce point de vue-là. Et quand elle a voulu devenir mère au foyer, c'était vraiment par choix. Elle avait besoin de faire une petite pause, elle avait besoin de faire autre chose, et puis elle a fait ses choix. Et puis je pense, moi, lui avoir montré à quel point je la soutenais aussi à cette époque-là. Aujourd'hui, là, les enfants sont moins petits. Et en fait, je me suis souvenu qu'elle avait quand même une maîtrise en biologie cellulaire et biologie moléculaire. Ah, tiens donc. Oui, parce que je l'avais rencontrée à Normal Sup. Et je lui ai dit, viens donc par ici, toi. Et aujourd'hui, je me passionne pour ce genre de sujet et je continue à interagir avec elle. Donc, on a parfois des discussions intéressantes dans la cuisine. Il y a peut-être une autre start-up qui va émerger, plutôt d'elle maintenant. Oui, il y en a une qui est en gestation là-dessus, sur d'autres scoop. Applications. et qui fait que on se retrouve cette fois-ci non plus comme un partage des tâches qui a été fait un peu, je dirais, avec une espèce de lien permanent entre nous, même si on était chacun à nos occupations à différents moments de la vie, mais on a réussi à tenir jusqu'ici. Et je me dis qu'on va vivre peut-être ce qui va être à nouveau le meilleur, qui va être de trouver une connivence intellectuelle sur le temps qui nous reste à passer ensemble. Et ça, pour moi, c'est une source de motivation qui est considérable. Ah oui, j'imagine. En tous les cas, ça se ressent. J'espère que tout le monde le ressentira, parce que ça se ressent ici de manière très, très claire. Alors, quand vous êtes arrivé tout à l'heure et que vous êtes assis dans ce canapé, ça va, c'est confort. C'est super confort. Voilà. Tout est confortable. Tout est cosy. C'est cosy, c'est génial. C'est vraiment super. Et vous m'avez fait une remarque sur un objet. Ah, le téléphone rose. Ah, le téléphone rose. Il y a écrit téléphone céleste dessus. Ça vous a interpellé, ça? Ah, je me suis dit, dis donc. Qu'est-ce que ça peut être? Vous voulez que je vous donne un secret? Dites-moi. Écoutez, on a un lien direct
avec l'univers, avec l'au-delà, avec Dieu, avec ce que vous voulez y mettre. Mhm. Et c'est une exclusivité sur ce plateau. Je pense bien. Ouais, c'est une exclusivité. Et du coup, si vous aviez à décrocher ce téléphone et parler, vous adresser à cet univers, à l'au-delà, donc au sens plus large du terme, ou même à Dieu, si vous êtes croyant. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Poser comme question, ou donner comme affirmation, ou pousser un cri de colère, ou de joie. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers cette ligne incroyable avec l'univers ? Je pense que j'aurais peut-être envie de dire j'ai pas tout à fait fini, donnez-moi encore un peu de temps, un tout petit peu. Voilà. Je pense que ça serait la demande la plus pressante. J'ai eu quelques petits soucis de santé qui, a posteriori, se sont avérés être plus graves que ce que j'ai ressenti au moment où ça m'est arrivé. Parce que je l'ai ressenti de manière un peu détachée au moment où ça m'est arrivé. Il se trouve que j'ai eu un petit problème cardiaque et que je me suis retrouvé à l'hôpital, qu'on m'a mis des stents. Et que vous avez mis au point. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est la boucle qui est bouclée. C'est effectivement des stents qui sont ceux qui portent ma technologie. Et donc, il valait mieux être sûr que ça marche. Hein. C'est ce que m'a dit un de mes amis. Il m'a dit, on va voir maintenant si tout ce que tu as dit sur ta technologie était vrai. Donc, vu que vous êtes là aujourd'hui, c'est manifestement vrai. Vous êtes finalement un porte-parole vivant. Voilà. Et en fait, je suis allé à l'hôpital juste au moment où il le fallait. C'est-à-dire que si jamais j'avais attendu un peu, j'aurais pu avoir un infarctus vraiment très grave, avec plusieurs artères touchées. Et un médecin me disait, ça dépend où ça te serait arrivé, mais je ne suis pas tout à fait sûr que tu serais relevé. Donc, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors après, j'ai maintenant mon cardiologue qui est un petit rigolo, un gars absolument extraordinaire. Il regarde mes analyses de sang et puis il me dit, tu vas mourir. Mais pas de ça. Lui, il est spécial. Lui. Il est très spécial. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il m'avait sorti un jour ? Il m'avait dit aussi, à propos de ce que j'avais, il m'avait dit, ne t'inquiète pas, on en meurt ou on en reste idiot. Et après, un petit blanc, puis il a rajouté, je le sais, j'ai déjà eu. Donc, ça montre une certaine humilité. Il a une certaine humilité et beaucoup d'humour. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas ressenti comme étant quelque chose qui avait menacé ma vie. Il se trouve que ça l'a peut-être été. Mais du coup, la spiritualité, elle est omniprésente dans votre vie. Alors, mais elle l'est de quelle manière ? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Ouais. Je suis baptisé. Mis à part jusqu'à la communion, je n'ai plus jamais pratiqué quoi que ce soit. J'ai le sentiment, et j'ai vécu, moi, dans le décès de mes parents, en direct, cette espèce de besoin qu'ils ont eu d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Je ne sais pas trop comment le dire, mais en gros, j'ai senti en direct, j'ai entendu en direct des personnes qui, quelques heures plus tard, se sont trouvées mortes et qui me disaient j'aurais dû croire en Dieu parce qu'ils n'y croyaient pas, parce que ça m'aurait aidé, parce que... Est-ce que c'est la seule manière de travailler sa spiritualité, Dieu ? Non, pas du tout. Et moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Mais par contre, dans la dynamique de me dire qu'à un moment donné, la religion doit pouvoir aussi servir à ce que les gens donnent un sens à quelque chose qui, au final, n'en a pas. Quoi. Vous connaissez l'étymologie du mot religion ? Ça va vous plaire ? Non. Religarer. Relier. Relier, ouais. Donc c'est alors, possible que ça soit malheureusement, c'est pas que comme ça que c'est vu, la religion, malheureusement, on le voit. Mais sur le fond, il y a quelque chose d'intéressant. Elles sont pas forcément passées par la religion. En tout cas, on a besoin de se relier à quelque chose de plus grand que nous. N'étant pas pratiquant et n'ayant pas de point de repère par rapport à ça, moi, en fait, j'utilise de manière un peu indifférenciée le mot foi et le mot religion. J'ai énormément de respect pour la foi. C'est plus compliqué sur ce qui concerne la religion, la pratique, pour tout ce qu'elle est capable de faire, de meilleur et de pire. Mais je pense que quand vous parliez à un moment donné de la transcendance, du fait à un moment donné de trouver un sens par rapport à la vie, on y est tous confrontés. C'est et inévitable. C'est aussi ça la spiritualité, c'est de se donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Voilà, ces fameuses entreprises à mission, voilà. Quelque part, votre spiritualité, vous la travaillez à travers ce que vous en faites de votre vie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai toujours cette petite voix qui vient se poser la question, qui se dit peut-être que si ça se trouve, dans 5 minutes, tu vas faire une rupture d'anévrisme et c'est terminé.
Donc, choisis bien ce que tu vas faire dans les 5 prochaines minutes parce que ça doit être super important. Et ça doit être inspiré comment dire, à l'aune de ce que tu veux que ta vie soit. Et plus on vieillit et plus on se pose cette question-là, évidemment. Parce qu'il y a un compte à rebours qui est en train de se déclencher, quoi. Quel enchaînement! Parce que le compte à rebours aussi pour nous. Ouais. On arrive au terme de cette interview. Ça fait déjà 1 heure. Eh ben, j'ai C'est pas vu passé passer. vite. Ah ouais, c'est super vite. Ouais. Merci en tous les cas d'avoir Merci passé à cette vous, heure c'est un avec vrai nous. plaisir. Voilà, et d'avoir joué le jeu. Bah, C'est un exercice un peu différent de ce qu'on peut faire habituellement. Ah ouais, c'était vraiment une première, mais franchement génial. Merci, Ouais. merci de faire ça. Écoutez, Et puis bon courage aux autres. voilà, et puis merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos partages et puis vos commentaires toujours bienveillants, hein, bien sûr, c'est important. Si vous aussi, vous souhaitez venir prendre place sur ce canapé, vous êtes un dirigeant, un entrepreneur, et vous souhaitez partager avec nous votre expérience, votre parcours et surtout vos histoires d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email rédaction@abctalk.fr. Et à très bientôt. Merci à tous.